Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instrument-au-pluriel.com, et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr. Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute des éphémérides radio de Ciel et Espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coups de cœur, conseils photos et récits astro seront au programme de cette émission. Elle démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de décembre 2022. Mars sera au plus près de la Terre le 1er décembre et sera occulté par la Lune le 8. Les étoiles filantes géminides atteignent leur maximum le 14. Io, Europe, Ganymède et Callisto s'alignent en ordre à l'ouest de Jupiter le 16. Mercure apparaît dans le ciel du soir à partir du 25 et la Lune est en conjonction avec Saturne puis Jupiter les 26 et 29 décembre. Nous commenterons ces spectacles célestes en compagnie comme chaque mois de Cyril Birnbaum et de Sébastien Fontaine. Cyril nous dévoilera sa chronique photo en deuxième partie d'émission et Sébastien Fontaine nous racontera sa petite histoire d'astronomie dans quelques secondes. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Sébastien, je me tourne vers vous pour commencer. Chaque mois, c'est vous qui démarrez cette émission en nous racontant une anecdote liée à l'histoire de l'astronomie. Quel est le sujet de votre chronique ce mois-ci ? Alors, on s'intéresse au plus grand télescope jamais construit jusqu'en 1917. Donc, on va parler un petit peu du Léviathan de Lord Rosse en Irlande. C'est dans les années 1840 que l'aristocrate irlandais, donc William Parson, dit Lord Rosse, décide de consacrer une partie de sa fortune à la construction donc du plus grand télescope du monde. Pas moins que cela. En fait, Lord Rosse n'était pas scientifique au départ, mais c'était un érudit, comme on dit, et donc il avait la chance d'être richissime, ce garçon, et voilà, il a l'idée d'aider un petit peu, de participer à la science. Et il veut réexaminer les nébuleuses cataloguées par Herschel, moins que ça. Donc il veut se confronter un petit peu à Herschel, et donc il veut surtout s'intéresser aux nébuleuses qui ne ressemblent pas à des nuages d'étoiles, ce qui n'a pas été résolu finalement en étoiles. Et donc pour les observer, Lord Rosse se doit de construire un télescope plus grand et plus puissant que celui utilisé par Herschel. Et donc c'est vers 1845 qu'il fait forger, après pas mal de problèmes, un miroir d'1,80 m de diamètre. Alors quand on dit miroir à l'époque, c'est encore des miroirs en bronze, c'est pas du verre et de l'aluminium comme aujourd'hui. Et donc il fait monter son installation, son télescope au château de Birr, près de Parsonstown en Irlande, et l'instrument il est vraiment connu encore aujourd'hui comme le Léviathan, c'est dire à quel point c'était un monstre. Je l'ai dit, ce télescope va rester le plus grand du monde jusqu'en 1917, année où on construit le mont Wilson aux États-Unis, où là on a un télescope de 2,5 mètres de diamètre. Il faut quand même garder à l'esprit que l'Irlande, un peu comme Cherbourg finalement, a un climat plutôt pluvieux, n'est-ce pas ? Donc les conditions d'observation ne sont pas toujours idéales, mais quand il a une trouée, comme ici sur Cherbourg, eh bien le ciel est vraiment fabuleux. Alors il faut quand même aussi avoir à l'esprit que son Léviathan, son télescope, c'est vraiment un monstre. Donc le grand miroir pèse 3 tonnes, 17 mètres de focale, et il est installé finalement, le tube, il est suspendu entre deux murs de 15 mètres de haut, et on observe surtout sur le méridien. Un petit peu comme les lunettes méridiennes qu'on peut trouver à Toulouse ou même à Paris. Et donc, ce qui veut dire que l'observation ne se faisant que sur le méridien, eh bien, vous observez ce qui passe finalement. Il y a un suivi possible, 2 heures maximum pour les objets proches du zénith. Mais faut pas imaginer un instrument avec des montures comme aujourd'hui qui vous permet d'observer n'importe quel point de la voûte céleste. C'est aussi un tube qui est ouvert, il n'y a pas de coupole, il n'y a pas vraiment d'abri. Et donc c'est un instrument qui malgré tout va permettre à Lord Rosse de faire beaucoup de dessins. Et c'est intéressant de regarder les dessins qu'il pouvait faire de M1 par exemple, la nébuleuse du crabe, puisque les dessins sont extrêmement détaillés. Et finalement ces dessins sont presque aussi précis que les photos des grands observatoires d'aujourd'hui. Et donc Lord Rosse va vraiment apporter sa pierre finalement
à l'observation de ces fameuses nébuleuses. Et si l'instrument vous intéresse, eh bien en 1996, il a été rénové, reconstruit surtout. Donc on peut aller en Irlande, on peut voir la campagne où a été installé cet observatoire, et on comprend les difficultés, notamment météo, auxquelles était confronté Lord Rosse quand il voulait vraiment utiliser son instrument. Et on voit surtout le gigantisme de l'engin. Alors pour aller en Irlande, c'est pas très compliqué d'aller en Irlande. Par contre, pour gagner les terres de Lord Rosse, c'est un peu plus complexe. Il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus, il faut louer des voitures. C'est vraiment perdu. Voilà, il faut prendre un bon GPS, mais voilà, c'est une péripétie de 2-3 jours qui vous permet de faire une belle découverte. Alors peut-être pas les nébuleuses, mais en tout cas de découvrir l'installation de Lord Rosse. Très bien, merci beaucoup pour cette chronique. On commence le décryptage des phénomènes du mois avec Mars pour commencer. Mars qui sera la vraie star de cet hiver. Cyril, la planète sera au plus près de la Terre le 1er décembre. Quelle sera donc sa taille apparente et qu'est-ce qu'elle montre, la planète, dans une lunette au début de ce mois de décembre? Alors elle est au plus près, mais elle peut être encore plus près. C'est-à-dire que c'est pas non plus. C'est pas une grande opposition martienne, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est-à-dire qu'elle est quand même, elle reste quand même un peu loin. C'est-à-dire que là, en diamètre apparent, c'est 17 secondes. Donc c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que comparativement en 2018, c'était 24 secondes. Donc c'est déjà quasiment 25% en plus là. Et il faudra attendre 2035 pour qu'elle soit de nouveau à 25 secondes. Donc, et oui, donc là, pendant quelques années, c'est pas dans le bon sens. Et en plus, c'est pas dans le bon sens. C'est-à-dire que l'année prochaine, c'est 14 secondes. Là, on est quand même à 17. Hein. Donc ça va. Profitons des 17 secondes de cette année. Faut un peu profiter. Donc ce que vous voyez, c'est plutôt donc un truc un peu ovale, là, un peu rouge, parce qu'il y a quand même une sorte de petite phase quand même qui peut apparaître de temps en temps. Mais vous voyez en fait une zone un peu plus claire, donc à un des pôles. Vous allez voir éventuellement, alors dans une petite lunette, je sais pas trop. J'avoue que j'ai pas regardé dans une petite lunette, mais dans un télescope de 200 mm, là vous allez commencer à voir des zones un petit peu plus sombres. Et puis voilà, c'est-à-dire que vous avez deux couleurs, un rouge un peu rouge et un rouge un peu sombre. Et par contre, vous avez bien un endroit un peu plus brillant sur l'épaule, sans aucun doute. Là. Donc là, c'est les calottes polaires martiennes. C'est la calotte polaire martienne qu'on voit. Voilà. Avec une lunette de 60 mm, on peut commencer, comme tu dis Cyril, à avoir des teintes différentes sur Mars et mettre en évidence Syrtis Major, par exemple, cette grande étendue sombre. Voilà, avec une 60 mm, à un grossissement de 80 fois, on peut commencer à voir certains détails, mais c'est vrai qu'en dessous de 200 mm, faut quand même avoir des observations régulières pour bien saisir les nuances de teintes sur Mars. Sa couleur rouge, elle apparaît clairement à l'œil nu. Au télescope, on la voit encore évidemment mieux avec ces deux effectivement subtiles teintes différentes. Peut-être c'est l'occasion de rappeler pourquoi la planète est rouge en fait comme ça. C'est simple, hein, c'est parce qu'il y a du vent. Vous voulez que je développe là? Oui, peut-être un petit peu, parce que là, ça va être court. C'est vrai, c'est un peu court. Est-ce que vous êtes allé au lac du Salagou? Oui, c'est très beau d'ailleurs. Il faut aller dans l'Hérault, c'est magnifique. Voilà, donc vous êtes à l'ouest de Montpellier, là, le lac du Salagou. Donc il y a un lac, mais il y a surtout une terre qui est complètement rouge. Et j'imagine, alors je suis allé que quand il faisait beau, mais j'imagine que un jour où il y a un peu du vent, qu'est-ce qui va se passer? La poussière, elle va remonter. C'est ce qui se passe sur Mars au final. Hein. C'est-à-dire que le sol est rouge lié à l'oxyde de fer, donc c'est plein de petites poussières et comme il y a beaucoup de vent. Mars est rouillé en gros. C'est typiquement ce qu'on dit. Hein. Et comme il y a beaucoup de vent, en fait, les nuages sont plutôt rougeâtres. Voilà. D'où l'aspect rouge. Du sol et de l'atmosphère quand il y a des tempêtes de sable, parce qu'il faut rappeler qu'effectivement Mars a une atmosphère qui est peu dense mais qui existe et elle est soumise périodiquement à des tempêtes de sable globales en fait, hein, c'est la spécificité par rapport à la Terre. Ouais, ça me rappelle une image du télescope Hubble je crois que c'était en 96, où justement pendant plusieurs semaines on avait Mars qui était devenu toute floue aux observations à cause justement des poussières qui saturaient l'atmosphère de la planète. Il a fallu attendre que les poussières retombent finalement pour que Mars de nouveau soit assez observable avec Hubble. Donc ça, c'est un truc qu'on peut également mettre en évidence avec des moyens amateurs. Voilà, pas besoin d'avoir Hubble pour mettre en évidence effectivement ces tempêtes globales. Donc Mars, il faut
l'observer à partir de ce début de mois de décembre, et puis tout le mois de décembre évidemment, et puis pour commencer à la connaître, à faire un peu connaissance, il faudra l'observer évidemment plusieurs fois, plusieurs nuits, même si elle n'est qu'à 17 secondes cette année, on l'a compris. Et surtout, on n'a pas dit, mais elle est au-dessus d'Orion. Hein. Donc elle est quand même haute dans le ciel, là, ça nous change de cet été où il fallait attendre pas d'heure, quoi. Voilà, donc elle est quand même assez haute. Donc observez la planète Mars. Le 8, la planète Mars, justement, elle est occultée par la Lune qui, elle, sera pleine. À quelle heure commence le phénomène et il dure combien de temps, Cyril ? Alors ça dépend où vous êtes, hein. C'est toujours pareil. Alors j'ai pris complètement au hasard, j'ai pris deux villes, j'ai pris Cherbourg et Nice. Très bien. Ça vous va ? Ah, c'est gentil. C'est sympa, hein. C'est sympa. Donc alors pour Cherbourg, ça démarrera à 6h02, donc il va falloir se lever un petit peu tôt, et ça sera 24 degrés au-dessus de l'horizon en gros, et la sortie ça sera à 7h01. Donc la Lune va passer devant la planète Mars, donc Mars va disparaître. Donc pendant 1 heure, vous avez plus du tout Mars, hein, elle est de l'autre côté de la Lune. Ça, on l'a compris. C'est-à-dire que de 6h02 en gros à 7h01, ne cherchez pas Mars. Cherchez pas Mars, vous pouvez aller vous coucher. Ça c'est si vous êtes à Cherbourg et qui fait si beau temps. Donc si vous êtes à Nice, il faudra attendre 6h12. Donc vous pouvez vous lever un petit peu plus tard, c'est toujours les gens du sud qui sont des vénards. Pas de question sur le temps qu'il fera, il fera beau forcément. Il fera beau nécessairement, elle sera qu'à 20 degrés et ce sera 10 degrés au-dessus de l'horizon. À la sortie qui est à 7h05. Alors ce qui est amusant en fait, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une image qui était complètement bluffante de Thierry Legault qui avait fait en fait Mars qui longeait en fait le bord de la Lune. Oui, très bien. Donc comme je suis quand même d'un naturel très jaloux, je me suis dit je vais faire pareil. Donc j'ai regardé où faut aller pour faire la même image. Ah oui, l'image rasante. Voilà, l'image rasante donc de Mars. Donc il faudrait aller en gros à Casablanca au Maroc pour avoir Mars qui passe tangentiellement, enfin le long du. Très bien. Donc on invite nos auditeurs du Maroc de faire cette observation, d'essayer de faire un pied de nez à Thierry Legault. Voilà. C'était Thierry qui est une très très belle image qu'on avait évidemment publiée sur le site web de Ciel Espace à l'époque. On avance avec le 14, c'est le maximum de l'essaim d'étoiles filantes des Géminides. Sébastien, les Géminides, c'est un essaim qui est assez actif en général, non ? Oui, tout à fait. Qui semble provient donc de la constellation des Gémeaux, et donc ce sont des étoiles filantes, qui sont assez persistantes en plus. Donc ça vaut quand même le coup d'œil. Je réfléchis, la Lune, dernier quartier le 16, donc elle est assez proche de la constellation des Gémeaux, mais ça va pas trop nous embêter pour tenter d'observer un maximum d'étoiles filantes. Donc ça nous rappelle aussi que les étoiles filantes, c'est toute l'année qu'on les observe, y compris en hiver. Trop souvent, on nous parle des Perséides du mois d'août, il n'a ras le bol. Je milite toujours pour les Léonides de novembre, les Géminides ici en décembre, et puis un peu plus tard, là, au mois de janvier, on aura également d'autres belles étoiles filantes. Très bien, donc si vous observez des étoiles filantes dans cette période-là, c'est probablement une Géminide. On passe au 16. Le 16, si vous pointez Jupiter, vous verrez sur un de ses côtés 4 points brillants, Io, Europe, Ganymède et Callisto, dans le bon ordre. À quelle distance de Jupiter tournent les 4 satellites galiléens, Cyril ? Le plus près c'est Io, donc on va redonner l'ordre déjà. On va redonner l'ordre, oui. Donc Io, Europe, Ganymède et Callisto, là, dans le tiercé dans le bon sens, là. Le premier, Io, est à 420 000 km, le deuxième, Europe, est à 670 000 km, le Ganymède est à 1 million de kilomètres, et l'autre, et Callisto à 1,8 million de kilomètres aussi, j'imagine. Et est-ce qu'on peut les voir, donc là, bon, c'est pour l'anecdote, ils sont, les 4 lunes seront alignées dans le bon ordre, comme vous l'avez dit. Mais en fait, c'est assez facile de voir tourner les satellites de Jupiter autour de Jupiter. Oui, c'est assez facile. En fait, ce qui est amusant, pourquoi on a choisi cette date du 16, c'est que le soleil, on est en hiver là, le soleil il se couche assez tôt, donc il va se coucher vers 17h. Et si vous observez en fait à 18h la planète Jupiter, donc vous avez le tiercé dans l'ordre et vous avez la tache rouge. C'est assez amusant. Donc vous avez la tache rouge qui va être du côté des 4 satellites, et cette petite tache rouge va être sur le bord. C'est-à-dire que de 18h en gros à 19h, vous allez pouvoir l'observer et elle va commencer à disparaître parce que la planète tourne sur elle-même en 12 heures. Donc c'est assez rigolo à observer comme ça. Mais ce qui est vraiment marrant en fait, c'est d'essayer
de voir qui se déplace, c'est-à-dire que ces satellites. Et si vous regardez à 18h, donc on va dire quand vous rentrez chez vous et avant d'aller manger, et que vers 23h vous refaites une observation, et ben vous allez voir, si vous êtes amusé un petit peu à pointer la position des satellites les uns par rapport aux autres de ce premier tiercé. Alors le tiercé sera le même, hein, parce que en réalité Io tourne en un peu moins de 2 jours, Europe en un peu moins de 4 jours, Ganymède en 7 jours, et puis Callisto en 16 jours. Donc il y a un coefficient quasiment 2 à chaque fois là, donc au final de 18h à 23h sur 5 heures, ça n'a pas tellement bougé. Mais par contre, ce que vous voulez dire, c'est l'écartement entre les satellites qui a vraiment bougé. Et ce que vous allez voir, c'est principalement Ganymède qui va s'éloigner d'Europe. Donc vous allez voir les 4 au début de soirée qui sont vraiment équidistants, quasiment. Équidistants, un papier millimétré, et puis tout d'un coup, en fait, vous en voyez 2 qui sont en train de se séparer des 2 premiers les plus proches de la planète. Donc c'est assez amusant à regarder. Et alors vous pouvez le simuler aussi, ça. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'applications sur les téléphones qui vous permettent en fait d'observer ce genre, ou de simuler ce genre de phénomène. Il y a entre autres une application qui est assez simple à utiliser. Il y a Jupiter Moon et il y a Gas Giant. Alors j'ai une préférence pour Gas Giant qui vous permet en fait de grossir en plus sur la planète et de voir la position de la tache de Jupiter. Très bien, donc ça c'est bien pour prédire, ou en tout cas pour anticiper ce qu'on va observer, mais quand même on est d'accord, ça vaut quand même toujours le coup d'aller voir l'œil à l'oculaire. Oui, évidemment. On est d'accord, on serait pas là autour de ce micro si c'était pas pour inviter les gens à aller observer, donc en particulier le 16, le tiercé, enfin le quartet gagnant, Io, Europe, Ganymède et Callisto. À partir du 25, Mercure fait une belle apparition dans le ciel du soir, et le 25, la planète se trouve juste au-dessus de Vénus et la Lune en croissance sera pas très loin non plus. Le 29, la distance entre Vénus et Mercure n'est plus que d'1,5 degré. Est-ce que ces observations sont faciles, Sébastien? On a un peu parlé de Mercure déjà. Pas simple, hein, parce que on en avait parlé. Alors là, c'est marrant parce que voilà, on retrouve Mercure et Vénus. En plus, alors Vénus, on va se dire c'est très brillant, c'est toujours le point le plus brillant du ciel. Ça va nous aider à facilement identifier Mercure. Sauf qu'encore une fois, Mercure se retrouve noyé dans le crépuscule. Et là, l'observation se fait vraiment, mais au ras de l'horizon. Donc faut vraiment espérer une belle transparence du ciel pour appréhender Mercure. Encore une fois, hein, la magnitude de Mercure n'est pas ridicule, moins 0,34. Vénus c'est moins 2,85. Mais voilà, encore une fois, la difficulté, si Mercure avait cette magnitude-là dans un ciel bien noir, on n'avait aucun problème. Mais là, l'atmosphère évidemment va nous jouer des tours. Donc une fois encore, eh bien le défi est lancé. En plus, c'est les jours de Noël. Peut-être que le Père Noël aura pensé à nous et nous permettra de voir Mercure finalement en ce 25 décembre. Pensez à vérifier aussi la distance angulaire qui sépare Vénus de Mercure pour essayer de chercher au bon endroit. On est à un peu moins de 4 degrés de distance entre les deux. Donc Vénus, tout le monde la verra à l'œil nu. Après, essayer de chercher Mercure à l'œil nu avec des jumelles. Avec une paire de jumelles, on pourrait tenter de voir Mercure, mais c'est pas toujours gagné, hein. Même quand on pense vraiment pouvoir voir Mercure à l'œil nu avec une paire de jumelles, on n'y arrive pas forcément parce que voilà, encore une fois, ça dépend vraiment de la transparence du ciel. Donc il faut le 29. Mais voilà. Mais alors, le 29 décembre, vous le disiez, le rapprochement encore plus serré. 1,5 degré, c'est peut-être le bon moment pour tenter l'observation, mais encore une fois, avec Mercure, vaut mieux observer plusieurs fois parce que une trouée, ça ne dure qu'un temps très limité, et donc voilà, il faut pas se gâcher les opportunités d'essayer de débusquer enfin Mercure dans le ciel. On passe au 26 et au 29 décembre. La Lune est en conjonction successive avec Saturne et Jupiter. Cyril, à quelle distance passe la Lune de ces deux planètes? La Lune va passer en dessous à 4 degrés. En fait, le 26, elle sera juste en dessous de Saturne. À 4 degrés. Alors 4 degrés, c'est 8 fois le diamètre de la Lune, là. Et alors bon, c'est compliqué à compter. Par contre, si vous tendez le bras et que vous avez le poing fermé, en gros, d'un bord à l'autre de la main, ça fait à peu près un peu plus de 4 degrés. Ça fait plutôt 5 degrés, mais c'est ça ça donne un ordre de grandeur pour voir un peu cette distance. Ce beau phénomène. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 26, ça va être assez chouette puisque, en gros,
À 19h, la Lune sera éclairée à 15%, c'est un fin croissant, donc elle sera, on aura sans doute une lumière cendrée. Donc en plus 4 degrés, ça rentre dans une paire de jumelles, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir les deux astres ensemble. Alors faut faire attention, si vous avez envie de le prendre en photo, ça va aller assez vite, hein. En gros, à 20h, tout est couché. Ah oui. Forcément, c'est un fin croissant du soir, donc ça va aller assez vite. Donc faut pas rater. Ça veut dire aussi que vous allez avoir les lueurs colorées du coucher de soleil. Enfin, ça peut faire quelque chose d'assez joli. Et le 29, c'est la même chose, mais forcément le croissant de lune a gonflé en quelque sorte, et il sera quasiment en premier quartier avec 46%. Donc là, vous aurez beaucoup plus de temps. Jupiter est bien brillante. Donc à la fois pour observer les deux astres, hein, si vous avez une lunette, un télescope, de regarder les deux. Donc peut-être de beaux spectacles un petit peu après Noël, entre Noël et le jour de l'an, en ce mois de décembre. Cyril, vous gardez la parole car c'est désormais l'heure de la chronique photo. Chaque mois, vous nous invitez à réaliser une photo du ciel ou vous donnez une astuce. Ce mois-ci, je crois que ce sera une astuce. Alors, quelle est cette astuce ? Alors, c'est une astuce... c'est-à-dire qu'il y a encore quelques semaines, je le savais pas. Eh ben c'est bien, c'est une astuce toute fraîche. C'est vraiment tout frais, là. C'est vraiment tout frais. En fait, il se trouve que... il m'est arrivé un truc incroyable, c'est-à-dire que je n'avais jamais pensé que ça pourrait m'arriver. Enfin, c'est-à-dire en vrai, on l'espère, mais on s'y attend pas forcément. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu une étoile filante en plein jour. Ah oui, ce qui est incroyable. C'est assez incroyable. Donc, étoile filante en plein jour. Et alors, ce qui est amusant, c'est mon raisonnement déjà. C'est-à-dire que j'étais pas loin, enfin, j'étais à côté de la mer. C'est comme si Sébastien était à Cherbourg, il se promenait le long de la plage là. Et à ce moment-là, en fait, j'ai vu une traînée verte qui a traversé le ciel. Donc quand on est au bord de la mer, le premier réflexe, c'est de se dire, y a un bateau qui est en train de couler, enfin, ou quelqu'un qui est en train de jouer avec qui a tiré une fusée de détresse, fusée de détresse, etc. Bon alors, je m'y connais pas vraiment en fusée de détresse, donc à savoir est-ce qu'elles sont vertes, est-ce qu'elles sont rouges, bleues, enfin je sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que ce que j'ai vu, c'est traînée verte. Des moments un petit peu pas flashy, mais une sorte d'étincelle à des moments là, enfin voilà, au départ. Et puis je me dis c'est quelqu'un qui a joué avec son bateau. Sauf que en fait là c'est le réflexe du passionné d'astronomie, c'est que j'ai quand même regardé l'heure. Je sais pas pourquoi, j'ai regardé l'heure tout de suite. Donc j'ai vu l'heure qu'il était. Bon voilà, comme ça. Un truc dans le ciel bizarre. Quelle heure est-il ? Quelle heure est-il ? En fait, ça c'est le premier réflexe qui est important, c'est la première astuce. Dès que vous voyez un truc bizarre, vous regardez quand même l'heure, on ne sait jamais. Et puis après, en fait, je me suis remémoré ce que j'ai vu, c'est-à-dire que ce que j'ai vu, c'est effectivement un truc vert qui traverse, enfin sur une partie du ciel, mais surtout qui disparaît au moment où il y a des nuages. Donc, raisonnement assez rapide, je me suis posé la question, à quelle altitude sont les nuages ? L'altitude des nuages, je les ai estimés, alors je savais pas trop ce que c'était parce que je suis pas vraiment spécialiste des nuages, mais en gros, ils sont peut-être entre 300, 400, 500 mètres à 1 kilomètre. Et donc, alors je me suis dit que un bateau qui arrivait à tirer une fusée à 1 kilomètre, ça s'appelait un missile, enfin c'était autre chose, quoi. Donc là, on le saurait, quoi. Il y a quelque chose qui allait pas. Donc j'en ai conclu que c'était probablement une étoile filante. Vous vous souvenez, je me souvenais de l'heure. Oui. C'était important. Donc ce que j'ai fait, c'est pour pas paraître complètement idiot, j'ai envoyé un SMS à une personne de l'observatoire, entre autres de l'association, du projet Vigiciel, pour lui demander s'il n'y a pas une caméra qui avait détecté une étoile filante à l'heure que je l'avais vue, etc. Parce que Vigiciel, il faut le rappeler, ça consiste à avoir installé un réseau de caméras qui surveille tout le ciel partout sur le territoire français. Sur le secteur français, même, ça a débordé en Europe, là. On en a en Espagne, en Italie, en Belgique, etc., en Angleterre. Et donc, tous les 100 km, en fait, vous avez une caméra qui, 24 heures sur 24, pointe donc le ciel et automatiquement prend des images constamment. Et dès qu'il y a une étoile filante assez lumineuse qui est détectée sur plusieurs des caméras, il y a un logiciel qui permet, enfin les astrophysiciens ont développé un système qui permet de faire une triangulation pour connaître l'altitude à laquelle l'étoile filante, on va dire plutôt la poussière s'est allumée là. Enfin, c'est pas elle qui s'est allumée, mais c'est pas grave. Enfin, en gros, le début du phénomène, la fin du phénomène, d'avoir la trajectoire en 3D et de pouvoir estimer si
c'est plus donc une étoile filante, mais une météore, voire une météorite à la fin, l'endroit où la météorite est tombée sur le sol, avec une incertitude en gros qui est de 4 km sur 20 km. Et alors, suspense insoutenable, avait-il vu votre étoile filante? Donc question, est-ce qu'ils l'ont vu? Et effectivement, la caméra d'Angoulême avait repéré mon bolide. Donc instantanément, on me dit remplis la base de données. C'est ça l'astuce du jour, c'est que je savais même pas, et j'ai honte parce que j'ai suivi la formation Vigiciel, j'avais complètement oublié qu'il y avait une base de données. En fait, si vous allez sur le site Vigiciel, donc si vous êtes témoin de quelque chose vraiment de très impressionnant, vous avez une case qui s'appelle participer, et ensuite vous avez une autre case qui est j'ai vu un bolide. Et sur ce j'ai vu un bolide, vous allez avoir toute une fiche de signalement à donner. Alors on va vous demander votre emplacement, la direction, l'azimut du premier impact, le début, la fin, la hauteur, la luminosité, éventuellement la couleur, s'il y a eu du son ou s'il n'y a pas eu de son, si la traînée est persistante ou pas. On va vous demander s'il y a eu des flashs, s'il y a eu une fragmentation. Donc moi j'avais bien vu une fragmentation, je vous ai dit qu'il y avait des sortes de petites étincelles. Et puis le moment où je l'ai fait, c'est-à-dire que c'était le lendemain matin, j'ai rempli, j'avais bien l'heure. J'ai commencé à remplir, on était 7 à l'avoir vu, et puis c'est ça ce qui est rigolo, c'est que 15 jours après j'ai re-regardé et on était 196 à l'avoir vu. Il y avait même des gens, alors moi j'étais du côté de La Rochelle, il y a des gens qui étaient à Reims qui l'ont vu aussi, et après en fait vous avez sur le site de cet événement, vous avez la matérialisation, et j'ai su comme ça que l'étoile filante s'était allumée en gros au-dessus de Niort, et que on était déjà 200 à l'avoir vu. Super. Pour une étoile filante visible en plein jour, c'est donc possible. Donc si vous voyez ça, et si vous en voyez une la nuit est assez importante, allez sur le site de Vigiciel. Nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur. Un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome. Sébastien, à vous l'honneur. Alors moi je vais fêter le solstice. Vous savez que j'ai toujours une préférence pour les longues nuits d'hiver, je me trompe pas. Et donc actuellement on est vraiment dans les nuits les plus longues. Bientôt malheureusement les nuits vont raccourcir, mais bon c'est le lot de la vie. Mais en tout cas mon petit coup de cœur c'est sur les longues nuits d'hiver qui nous permettent de voir quasiment tout le ciel de l'année. Je m'en donne vraiment un cœur joie. Donc c'est un coup de cœur vraiment très bref, très personnel, mais voilà, toujours pour mon amour pour l'hiver. C'est à vous. Les longues nuits. Cyril, quel est votre coup de cœur? Eh bien, c'est Orionis. Orionis, c'est le futur planétarium de Douai. Ça a été révélé à la foire de Douai il y a quelques semaines, là. C'est-à-dire qu'on a découvert lors de la foire, en fait, il y avait la présentation de ce nouvel espace, de ce nouveau musée. Ils avaient un stand où on avait un paysage lunaire. Vous pouviez vous faire photographier dans la tenue d'un cosmonaute. C'était très plaisant. Donc découverte de ce futur musée qui va être juste à côté du musée d'archéologie Archéos, qui lui est consacré au Moyen-Âge. Donc juste à côté, vous allez avoir un nouveau bâtiment. Dans ce bâtiment, vous allez avoir un dôme, un planétarium de 15 mètres de diamètre qui fera du 10K, 10 000 pixels par 10 000 pixels. Donc c'est la pointe de la technologie. Il y aura une salle d'exposition temporaire, il y aura des médiations, vous imaginez, et il y aura même un télescope. Et alors là, Sébastien, tu vas être vraiment jaloux puisqu'ils annoncent un télescope d'un peu plus de 40 cm, quoi. Donc ça va être quand même assez bluffant. Donc ça va ouvrir début mai. Il faut patienter un peu. Quelques mois à attendre, mais je vous invite déjà à aller sur leur site et regarder un peu ce qui va se passer parce que ça va être assez sympa. Et aussi, alors ça c'est parce qu'on est dans le Nord, associé au planétarium, il va y avoir une brasserie. Je l'attendais. Très bien, le nouveau planétarium de Douai, donc c'est votre coup de cœur, et il ouvrira. Je vais me faire inviter, je crois. Il ouvrira au mois de mai. Eh bien écoutez, merci beaucoup messieurs, les éphémérides radio de Ciel Espace s'achèvent pour ce mois-ci. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine, au mois de janvier. D'ici là, passez de bonnes fêtes et bien sûr, songez à offrir ou à vous offrir un abonnement à Ciel et Espace. À très bientôt à l'écoute de nos podcasts.